Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, en direct du plus beau des greniers normands, ou presque, soyons modestes. Et écoutez, bienvenue, une belle semaine là qui vient de se passer, puis un sacré week-end. Je viens de régler l'autofocus autofocant qui j'espère ne bougera pas. Coucou les amis, écoutez, vous savez de quoi on va parler ce soir, hein. Nous sommes toute fin février, je crois qu'on est le 27 là aujourd'hui. Alors là, j'ai une question moi que je me pose en fait depuis que toute l'histoire ukrainienne. Alors non pas qu'elle ait démarré parce que c'est l'histoire ukrainienne, ça date depuis 2014, hein, où c'est très compliqué. Avec la révolution orange en Ukraine, la place Médane, la guerre civile entre la partie russophone et la partie plus plus occidentale, on va dire, de l'Ukraine. Et donc en fait, évidemment, donc il y a une guerre en Ukraine, ça je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. En fait, moi c'est pas la question que je me pose. La question c'est est-ce que nous sommes en guerre nous ? Est-ce que cette guerre en Ukraine, évidemment, va rester cantonnée à l'Ukraine, ou est-ce qu'elle a un potentiel d'embrasement beaucoup plus important? C'est ça la véritable question. Pour tout le reste, en fait, tout va en découler, aussi bien en termes géopolitiques qu'en termes économiques, qu'en termes d'implication sur notre vie future. C'est la seule question qui aujourd'hui me semble importante. Alors moi je suis pas là pour dire Poutine il est gentil, Poutine il est méchant, Biden il est gentil, Biden il est méchant, je suis là pour vous livrer une analyse et des réflexions. Donc moi je vais pas rentrer dans ce débat-là de dire Poutine est fou, qu'est-ce qui lui prend, tout ça c'est de l'émotionnel. On n'analyse pas une situation géopolitique avec de l'émotionnel, une situation géopolitique elle répond toujours à des éléments et à des événements qui sont fondamentalement rationnels. Il y a des enchaînements et la grande histoire c'est comme ça qu'elle se déroule et nous allons voir ça ensemble. Je dis depuis que cette histoire a commencé qu'il n'y a jamais eu de petite guerre en Europe. Alors non pas qu'il n'y ait pas de grands massacres et plein de morts bien ailleurs dans le monde, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que en Europe il n'y a pas de petite guerre. On ne sait pas faire en Europe de petite guerre. Peut-être que c'est les peuples européens qui sont les plus capables de massacres, de pogroms, de génocides, de tout ce que vous voulez, de millions et de millions de morts. En Europe, on est quand même pas mal. Je crois qu'il n'y a que l'Asie avec Pol Pot et le grand bond en avant qui était un grand bond en arrière de Mao, hein, où on a fait plus de morts. Mais globalement, voilà, c'est là où on a les pales. Alors, vous voyez, de l'Empire romain à la guerre des Gaules, de Napoléon en passant par la guerre de 100 ans, il n'y a pas de petite guerre qui dure 5 minutes en Europe. Sans oublier évidemment la première, la deuxième guerre mondiale, et sans oublier la dernière guerre qu'il y a eu sur le sol européen, qui est la guerre ex-Yougoslavie, où ça s'est terminé avec des charniers, où ça s'est terminé avec une épuration ethnique, où ça s'est terminé avec Srebrenica, où ça s'est terminé par vraiment un bain de sang qui a duré 10 ans. Donc il n'y a jamais de petite guerre en Europe, et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, ça va durer et ça va avoir un impact direct sur nos vies et ça va les changer. C'est ce qu'il a déclaré en substance lors de sa visite éclair au salon de l'agriculture. Alors, toujours la vraie question, c'est est-ce que nous sommes en guerre, nous, avec la Russie ? Pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, on sait qu'ils sont en guerre avec la Russie. Les Polonais sont extrêmement inquiets de ce qui est en train de se passer. Mais si vous allez parler à un citoyen des pays baltes, Lituanie, Estonie, tout ça, là, les petits États baltes là-haut, ils sont également extrêmement inquiets. Si vous parlez avec des Roumains, ils sont évidemment très inquiets. Alors, je voulais vous faire un petit parallèle, juste un petit rappel historique. Souvenez-vous, l'assassinat de l'archiduc, le prince François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. C'est ça qui va mettre le feu à la poudrière européenne et déclencher la Première Guerre mondiale. Mais cette Première Guerre mondiale, elle est en réalité déclenchée par le jeu des alliances. C'est-à-dire que l'assassin de l'archiduc, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, la police, etc. à l'époque sont convaincus que c'est un coup de la Serbie. Et donc l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, mais la Serbie est alliée à la Russie. Et donc l'Allemagne, qui elle est alliée
à l'Autriche-Hongrie, se retrouve prise en étau entre la Russie d'un côté, la France de l'autre, qui elle-même est alliée à la Russie. C'est ce qu'on a appelé l'entente, la triple entente. Donc France, Royaume-Uni et Russie sont tous les trois alliés dans ce qu'on appelle la triple entente. Et c'est comme ça, par ce jeu des alliances, alors que personne n'avait envie de partir en guerre, qu'on se retrouve avec la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc le jeu des alliances, et aujourd'hui nous avons un jeu des alliances, du côté évidemment russe, avec la Biélorussie, avec certaines républiques du Caucase, je pense par exemple au Kazakhstan, à la Tchétchénie qui aujourd'hui envoie des troupes, Kadyrov, le leader tchétchène, envoie des troupes, prête des troupes à Poutine et envoie des troupes, je crois qu'ils viennent de faire partir 10 000 hommes pour l'Ukraine. Donc si vous voulez, nous sommes dans une situation où potentiellement, par des jeux d'alliance, on peut avoir effectivement un embrasement de la situation. Donc voilà, la guerre parfois s'impose, même si personne ne semble la vouloir. Alors je repose toujours la même question lancinante. Est-ce que nous sommes en guerre avec la Russie sans le savoir encore, évidemment, hein, là on fait de la prospective. Alors, pour ça, on va revenir quelques mois en arrière, on va revenir au mois de décembre 2021. Et on est en février, c'est quelque chose qui a moins de 3 mois. Et donc, Poutine, en fait, a posé un ultimatum à l'OTAN, un ultimatum aux Occidentaux. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire il est gentil, il n'est pas gentil, il pose un ultimatum. Nous, en face, on n'est pas non plus des petits lapins de 6 semaines, donc on n'est pas non plus ni gentil ni méchant. D'ailleurs, il n'y a pas de sentiment entre nations. On dit qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc c'est ça la géopolitique. Et donc, en gros, Poutine demande, depuis son ultimatum qui a été rédigé sous une forme de lettre, qui a été envoyée aux membres de l'OTAN dans le cadre des négociations russo-occidentales, on va dire, un retrait sur les frontières de 1997. Alors, en 1997, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça c'est l'Espagne, la France, l'Allemagne, réunifiées, on va dire, et donc derrière, vous avez des pays Estonie, Lettonie, Lituanie, donc ça ce sont les républiques baltes dont je vous parlais. Puis vous avez la Pologne, vous avez la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Et donc ça, vous voyez, et donc là ici en gris, donc ça c'est en jaune hachuré, et en gris vous avez la Biélorussie et l'Ukraine. Donc la Biélorussie et l'Ukraine, on voit bien que c'est aujourd'hui ce qui est disputé par Poutine, hein, donc il a avancé ses troupes en Ukraine. La Biélorussie, pour le moment, lui reste fidèle. Mais lui, ce qu'il a demandé, c'est le retour à 97, donc c'est remettre tous ces pays-là en gris, c'est-à-dire des pays qui vont être au mieux finlandisés, c'est-à-dire complètement neutres, non armés, neutres, et voilà. En gros, comme ça, c'est pas une menace pour la Russie, et en tout cas, c'est ce qui a été demandé. Voilà, c'est ça l'ultimatum de Poutine. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a Pologne, les États baltes, la Roumanie, tout ça, ce sont des pays qui sont rentrés dans l'OTAN, et donc les troupes de l'OTAN sont aujourd'hui dans ces pays-là. Donc à partir du moment où Poutine demande qu'on revienne sur les frontières de 97, ça revient à demander à l'OTAN de se désallier avec des pays que l'OTAN a laissé adhérer à l'OTAN. Politiquement, c'est impossible pour l'OTAN de dire, écoutez, bon, on avait dit aux Polonais qu'ils étaient dans l'OTAN, finalement, désolé, vous n'êtes pas dans l'OTAN, merci, au revoir, hein, on vous laisse à la merci de Poutine. Donc politiquement, c'est pas possible. Donc cet ultimatum, peut-on seulement y répondre et peut-on seulement le négocier? Rien n'est moins sûr. Alors, la seule question, c'est sommes-nous en guerre? Encore une fois, sans le savoir, parce que c'est prématuré de le dire et parce qu'un cycle de montée des tensions géopolitiques, c'est une espèce de courbe en cloche. Hein. Donc d'abord ça monte, et puis ça monte de plus en plus. On atteint un niveau paroxystique de la crise, qui peut être y compris une guerre ouverte, hein, chaude, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. En Ukraine, les Ukrainiens qui sont sous les bombes, c'est une guerre chaude. Les Russes qui se font tuer aussi par les Ukrainiens, c'est pour eux une guerre très très chaude. Donc eux sont réellement en guerre, donc ils sont au paroxysme de la tension, puisque la tension s'est transformée en guerre chaude. La guerre peut aller encore plus loin, mais bon, justement, voyons les hypothèses qu'il y a. Alors globalement, il y en a 3. C'est que ce cycle de montée des tensions, en fait, nous sommes montés très très haut, et puis nous allons redescendre à peu près aussi rapidement parce que il va y avoir un recul de Poutine.
Alors au moment où nous sommes, donc j'enregistre très tard, il doit être, il est 20h15, vous voyez, je suis en train de regarder l'heure, il est 20h15. A priori, Poutine viendrait de renvoyer son général Valery Gerasimov, qui est celui qui a conçu la stratégie d'invasion de l'Ukraine. Donc vous voyez, a priori, les résultats sont effectivement pas brillants. Alors imaginons, Poutine recule sous la pression des pays de l'OTAN, sous la pression internationale, sous la pression des sanctions économiques, politiques, etc., en raison de son isolement politique, sous la pression interne à la Russie. Il y a des grosses manifestations, pas d'adhésion populaire à la guerre, il y a même des dissensions internes très fortes au sein du gouvernement, peut-être même au sein de l'armée, qui veut absolument pas mener cette guerre, qui s'estime pas prête à mener cette guerre, peut-être même des trahisons, peut-être même des pressions faites par les services américains, etc., sur un certain nombre de hauts gradés. Enfin, on peut tout imaginer dans ce genre de situation. Tout est absolument bon dans la guerre asymétrique. Tous les coups sont permis, et puis évidemment sous la pression de la résistance ukrainienne qui est réelle, et puis qui est réelle, et puis qui est alimentée en armes, en drones, en images satellites. Là, moi j'ai vu quelques images a priori de drones turcs qui sont utilisés par les forces ukrainiennes et qui massacrent comme à la parade certaines colonnes de blindés russes. Donc c'est quand même des images assez impressionnantes. Donc Poutine s'excuse, évidemment je force le trait, il demande pardon, il fait plein de gros bisous, il fait des câlins, et il dit je retire mes troupes, j'ai été vraiment très méchant, d'ailleurs je donne ma démission, merci, au revoir. Alors ça, moi j'y mets à ce scénario-là une probabilité de 10%, je peux complètement me tromper, imaginez, ça peut même arriver d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre, et vous allez voir que sur ce genre de crise, il faut avoir beaucoup d'humilité, vraiment beaucoup d'humilité, parce que il se passe beaucoup de choses à très grande vitesse. Les informations évoluent très rapidement, les situations sont pas du tout figées, loin de là. Le rapport de force n'est pas tout à fait établi, loin de là. Et puis vous allez voir, ça a des ramifications évidemment mondiales. On dépasse complètement le cadre de l'Ukraine et de la Russie. L'hypothèse numéro 2, c'est que en fait, on n'est pas en haut de la montée des tensions, on n'est pas au niveau paroxystique de la crise, donc la montée des tensions se poursuit, les sanctions internationales sont très fortes, la Russie est isolée et coupée de SWIFT, c'est ce qui vient de se passer, l'espace européen est interdit aux compagnies aériennes et aux avions russes, les avoirs de la Banque centrale et des personnes et des citoyens russes sont gelés. Face aux sanctions économiques sévères, Poutine dénonce des actes d'agression et met en alerte l'ensemble de ses forces nucléaires. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en réalité, depuis avant-hier, vous avez des images qui circulent du déploiement notamment des missiles Topol, qui sont des gros missiles nucléaires, c'est des trucs qui font 30 mètres de long, enfin un peu moins, 27 mètres, mais c'est 30 mètres de long, c'est sur des gros véhicules à roues, et en fait ça fait déjà 2-3 jours que la Russie est en train de disperser ses lanceurs de missiles nucléaires sur l'ensemble de son territoire, et que toutes les forces nucléaires stratégiques russes sont en train en fait de bouger et de se mettre en mouvement pour prendre des positions défensives extrêmement fortes. C'est ça qu'on appelle l'état d'alerte, c'est le déploiement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire russe, et remplir les grands missiles balistiques qui sont dans des silos de leur carburant. Évidemment, le plein n'est pas fait, parce que quand le plein est fait, ça peut vous exploser à la figure. Donc on fait en temps de paix, on ne fait pas le plein que de quelques missiles toujours en état d'alerte, si vous voulez, mais en gros, la grande masse de ces missiles n'est pas armée et prête à être tirée et activée. Et là, c'est en train d'être le cas. Et donc, c'est la poursuite de la montée des tensions jusqu'à la réussite de négociations qui permettraient d'atteindre un nouvel équilibre. Donc, on monte encore, Vladimir Poutine joue-t-il au poker, est-ce qu'il est en train de jouer ou pas de jouer? Je ne suis pas persuadé qu'il soit en train de jouer, je ne suis pas persuadé que le voir comme un joueur de poker en l'espèce soit une très bonne analyse. Je crois qu'il est extrêmement fâché, profondément déterminé. Donc là aussi, il ne s'agit pas de dire il est gentil, il est méchant, quelle est mon émotion, qu'est-ce que j'en pense, etc. C'est une analyse, j'ai écouté l'ensemble de ses discours, il ne m'a pas fait l'effet d'un homme qui était en train de bluffer ou de jouer au poker. Je pense qu'il sait à peu près ce qu'il fait, enfin j'ose espérer. Après, on peut aussi avoir un échec majeur. On a bien vu Donald Trump laisser ses partisans marcher sur le Capitole, et ça s'est complètement retourné contre lui. Donc on peut avoir des échecs majeurs en politique, et on peut avoir aussi des choses pas aussi bien préparées que ce que l'on pensait. L'hypothèse numéro 3,
c'est qu'en fait, c'est la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé, avec une probabilité de 10%. La Russie reste campée sur ses positions, les positions et les termes de son ultimatum de décembre 2021. Je veux un retour sur les frontières de 1997, donc tant que la Pologne, la Roumanie, les États baltes, etc., la Slovaquie, ça sera dans l'OTAN, ça sera la guerre. Voilà, terminé, ligne rouge, fini, vous avez sanctionné la Russie, de toute façon vous ne voulez pas négocier, donc de toute manière c'est la guerre et c'est la guerre totale. Et c'est la Troisième Guerre mondiale qui, en réalité, a peut-être déjà commencé, simplement on ne le sait pas encore. Le bloc occidental, évidemment, maintient son refus, ce qui serait assez logique. Encore une fois, je pense que c'est compliqué politiquement de céder à Poutine le fait de faire reculer l'OTAN et de laisser en rase campagne les anciens pays de l'Est que sont, encore une fois, la Pologne, la Roumanie, etc. Les négociations échouent, les sanctions occidentales se durcissent encore plus, la Russie se retrouve isolée et acculée comme le Japon de 1941, et je vous rappelle que l'attaque sur Pearl Harbor, elle n'arrive absolument pas par hasard. Le Japon est soumis à un blocus depuis plusieurs mois, un blocus extrêmement fort de la marine américaine, il n'y a quasiment plus rien qui rentre et qui peut sortir du Japon. Japon qui est complètement tributaire des importations d'énergie, alimentaire, etc. à l'époque, et donc le Japon est complètement étouffé par le blocus naval américain. Et que va faire la flotte japonaise? Ils sont à 8 à 9 mois de manquer de tout, et donc tant qu'il leur reste encore des réserves, eh ben, ils se retrouvent contraints et forcés à desserrer l'étau que fait peser sur eux le blocus maritime américain, et donc ils vont attaquer la principale base logistique qui est Pearl Harbor, la plus grande base navale dans le Pacifique, qui évidemment permet le blocus du Japon et de l'archipel japonais par la marine américaine. C'est ça l'histoire de l'attaque sur Pearl Harbor. Quand vous acculez un pays, Sun Tzu, l'art de la guerre, 700 ans avant Jésus-Christ, il se bat comme un tigre, votre adversaire. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça, c'est de l'analyse. Et donc, la Russie attaque et prend militairement, par exemple, les pays pour revenir sur ses frontières de 1997 et l'armée, c'est plus l'armée rouge, mais c'est l'armée russe, déboule jusqu'à Varsovie, etc. et balaye la moitié de l'Europe. Les Européens protègent les pays de l'Est et évidemment s'engagent militairement contre la Russie, mais là de manière frontale, en allant défendre la Pologne, les États baltes, la Roumanie, pays dans lesquels nous sommes en train, de toute façon, d'amener des troupes. Et si nous amenons des troupes là-bas, c'est que nous amenons des troupes dans les pays que nous avons fait rentrer dans l'OTAN, et donc le message implicite envoyé à la Russie, c'est que nous défendrons la ligne 1990, enfin la ligne d'après 1997, c'est le deuxième élargissement de l'OTAN, et donc nous défendrons ces pays-là. Et donc c'est la Troisième Guerre mondiale, puisque personne ne recule. Alors vous avez des questions subsidiaires comme qu'est-ce que fera la Chine? La volonté partagée par les Russes et les Chinois de réviser l'ordre existant s'est muée en une convergence idéologique. C'est un article du Monde du 24 février, donc qui, voyez-vous, est tout à fait récent. Que fera la Chine? Annexer Taïwan? Ils en ont terriblement envie. Négocier Taïwan? Peut-on sanctionner la Chine de la même manière que l'on sanctionne la Russie? Alors oui, on peut, mais enfin, on va avoir des problèmes pour avoir nos futurs iPhones, nos futurs masques, nos futurs produits, nos futurs vélos, nos futures voitures. Donc vous imaginez bien que si nous soumettons la Chine aux mêmes sanctions que la Russie, ça va être très compliqué, mais enfin, remarquez, après les grosses et terribles pénuries que ça engendrerait, ça nous permettra de réindustrialiser l'Ouest et l'Occident. Question subsidiaire, que fera la Corée du Nord? Annexer la Corée du Sud? Point d'interrogation. Donc là, ce sont des articles d'il y a quelques heures avec les derniers tirs de missiles nord-coréens et puis les amabilités dites par la Corée du Nord, qu'évidemment, la cause profonde de la guerre en Ukraine, c'est évidemment les États-Unis. Alors, les conséquences économiques dans tout ça, elles vont être de très lourdes à terriblement lourde. Voilà, il n'y a pas de conséquences économiques légères, tout comme il n'y a pas de petite guerre en Europe, donc dans tous les cas, les conséquences économiques seront lourdes. Au pire, elles seront terribles si évidemment on rentre dans le troisième scénario, mais enfin bon, là c'est le scénario du pire. Dans le scénario du pire, votre compte en banque est rarement votre préoccupation. Que feront la Chine, l'Iran, la Corée du Nord? Vous savez, quand on est très occupé sur un champ de bataille, eh bien,
les autres peuvent en profiter. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est valable évidemment en termes de géopolitique, c'est même terriblement valable en termes de géopolitique. À court terme, on va avoir évidemment des tensions inflationnistes très fortes liées au prix de l'énergie, des hydrocarbures, du gaz, etc. Des pénuries sur les engrais et les produits azotés, puisque l'Ukraine en est l'un des principaux fabricants. Donc on va avoir des tensions massives sur le domaine et dans le domaine agricole. Voilà, l'Ukraine, c'est un grenier à blé, c'est beaucoup de production d'engrais, donc ça va affecter considérablement les récoltes. On a des arrêts d'usines, notamment évidemment en Allemagne et dans les pays de l'Est. Il y avait déjà 2 usines du groupe Volkswagen qui sont arrêtées parce que des pièces n'arrivent plus d'Ukraine. Fin de la crise de l'euro, hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais de la crise de l'euro et des tensions qui montaient au sein même de la zone euro. Alors là, la crise de l'euro, elle n'aura pas le temps de commencer puisqu'évidemment, nous allons avoir une intervention massive des banques centrales, Fed, BCE, Banque d'Angleterre, bref, Banque nationale suisse, toutes les banques du Japon, toutes les banques, les grandes banques centrales vont évidemment intervenir pour alimenter le système monétaire et pour financer l'effort de guerre, l'effort nécessaire pour contrer les sanctions contre la Russie. Et donc, nous allons passer des PGE du Covid aux PGE R, qui seront non plus des prêts garantis par l'État pour le Covid, mais des prêts garantis pour l'État russe, voilà, enfin pour combattre la guerre et pour lutter contre la guerre. Donc, a priori, je dirais pas que presque tout va bien, mais on va continuer dans ce délire d'impression monétaire, puisque la normalisation monétaire qu'on avait commencé à esquisser, évidemment, elle va se fracasser tout net sur la réalité du conflit russo-occidental. Et donc, ça va mettre fin à la tentative ou à la volonté de normaliser les politiques monétaires. Là, en tout cas maintenant, ça va reculer ce moment-là et donc ça va poursuivre le phénomène inflationniste. Alors la seule question, encore une fois, qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est sommes-nous en guerre ? Et il est quasiment impossible de répondre à cette question. Mais c'est ce qu'il va falloir que l'on surveille tous de manière extrêmement attentive parce que nous sommes dans une situation typiquement VICA, c'est-à-dire une situation qui est volatile, une situation qui est totalement incertaine, qui est extrêmement complexe et qui est ambiguë. Alors, elle est volatile parce que vous voyez bien que, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, de la manière dont on arrive à organiser et à aider la résistance ukrainienne par beaucoup d'afflux d'armes, la Russie qui a dit que de toute façon elle allait bombarder les apports que l'on pouvait faire d'armement à l'Ukraine, puisque bon, ça lui fait tuer des hommes sur le terrain. Bon, bref, si tout ça, ça continue, ça peut évidemment faire du vilain, qu'à un moment donné, la Russie peut envoyer un missile sur des camions européens qui livrent des armes à la frontière du côté européen, entre guillemets, des frontières, donc côté roumain ou côté Roumanie ou côté Pologne. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'une très très forte montée des tensions, et donc on est dans une situation qui est extrêmement volatile au niveau même des combats. L'incertitude, je crois que c'est évident. Vous pouvez aussi bien avoir un coup d'État au Kremlin avec Poutine qui est déposé par des généraux que Poutine qui est complètement suivi par ses généraux et une guerre qui s'amplifie et une vision beaucoup plus jusqu'au boutiste de la situation avec la Chine et l'axe russo-chinois et la Chine qui ouvre un deuxième front et qui s'occupe de Taïwan. Il me semble avoir entendu dire, il faut que je confirme l'information, mais que le chef d'état-major, en tout cas un très haut gradé chinois, aurait déclaré aujourd'hui même qu'il était temps pour Taïwan de retourner au sein de la mère patrie, donc ça veut quand même dire ce que ça veut bien dire, et qu'il était inutile que les Américains tentent de s'y opposer. La situation est d'une très grande complexité parce que vous voyez que derrière il y a des enjeux absolument considérables et des imbrications entre je te donne du gaz, tu me redonnes de l'argent. On a par exemple, il y a un certain nombre de centrales nucléaires américaines qui sont alimentées et qui utilisent du combustible qui vient de Russie et qui provient du démantèlement d'un certain nombre de missiles nucléaires de l'ex-Union soviétique. Et c'est avec ce plutonium que les centrales nucléaires américaines tournent. Bon, si demain ça continue, les centrales nucléaires américaines, elles vont plus avoir le plutonium russe pour tourner. Donc, on a
une immense complexité dans les enjeux. Vous avez les routes de la soie, donc les trains, vous savez par exemple vos Dacia Spring, là, la petite Dacia électrique qui est fabriquée en Chine, bon bah elle est livrée par train et puis tout ça, ça passe, c'est Pékin, Moscou, Paris quoi, hein, en gros. Hein. Enfin, puis ça arrive dans une des gares parisiennes, là, je sais plus laquelle, pas gare de Bercy, mais enfin c'est un truc comme ça, bref. Et donc les trains de marchandises, ils vont plus passer, bon, ils vont être bloqués. Donc si vous voulez, tout ça, c'est des conséquences en cascade, en chaîne, qui sont extrêmement compliquées à être modélisées avec certitude. Donc nous sommes évidemment dans une situation qui est d'une très grande complexité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une immense humilité quand on analyse ce genre de situation. Puis évidemment, on est dans une très grande ambiguïté. C'est-à-dire, n'imaginez pas qu'il n'y a que des gentils, que des méchants, les bons, les mauvais. Tout ça est évidemment beaucoup plus gris et beaucoup plus ambigu que ce que l'on peut entendre. Il faut nuancer tout ça. Et si on veut d'ailleurs à un moment donné sortir de la crise, donc vous savez quand on arrive à ce moment paroxystique, et bien à ce moment paroxystique, il y a deux solutions. Soit on baisse les tensions parce qu'on réussit à se mettre autour d'une table et on réussit à négocier. Et pour négocier, il n'y a pas de secret. Il va falloir comprendre le point de vue de l'autre. Aussi méchant soit-il, quand on veut négocier, on est obligé de faire un pas vers l'autre. Et l'autre est obligé de faire un pas vers vous. Hein. Ça va dans les deux sens. Mais négocier, c'est ça. Ça implique d'essayer de se tendre la main et de se comprendre. Tant qu'on ne se comprend pas et tant qu'on s'insulte, qu'on s'invective, il n'y a pas de négociation possible. Et si vous ne prenez pas le chemin de la négociation, eh bien vous n'avez plus que le chemin de la confrontation. Donc soit on négocie, soit on s'entretue. Donc c'est soit la négociation, soit la confrontation. Et quand la négociation n'a pas été possible, c'est à ce moment-là que vous rentrez dans des risques évidemment de guerre ouverte, de guerre chaude. Ce ne sera plus la guerre froide, ce sera la guerre chaude. On s'échangera des missiles, on lancera les chars contre les chars, et ce sera la guerre dans tout ce qu'elle a de plus horrible et dans tout ce que les Européens peuvent avoir de terrible quand ils s'entre-déchirent. Et donc, vous voyez, l'Europe, c'est pas forcément la paix. La paix, c'est pas juste l'Europe, c'est la paix. Ça, c'est juste un slogan. La réalité, encore une fois, elle est beaucoup plus ambiguë que ça, comme vous pouvez évidemment le voir. Je vous dis pas qu'on n'a pas le choix. Je vous dis pas qu'on a le choix. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis que c'est simplement ambigu, qu'il faut être nuancé et qu'il faut essayer de regarder les choses vraiment comme une situation VICA, donc encore une fois, volatile, incertaine, ambiguë et surtout très complexe, évidemment. Voilà, donc il faut la nuancer. Alors, évidemment, j'espère que nous n'irons pas vers le scénario numéro 3 qui est celui de la confrontation parce que toutes les négociations ont échoué. J'espère que cette vidéo dans quelques heures sera presque obsolète parce que évidemment on aura pu négocier, que Poutine retirera l'état d'alerte maximum pour ses forces nucléaires, que les avions de l'OTAN qui aujourd'hui volent au-dessus de la Pologne et au-dessus de la Roumanie pour permettre aux avions ukrainiens notamment de se ravitailler en vol et de ne pas se poser. Bref, j'espère que tout ça, ça va redescendre. En réalité, nous sommes déjà en guerre. Il y a une guerre. Nous sommes déjà impliqués dans cette guerre par des opérations plus ou moins directes. Nous, au sens large, les troupes de l'OTAN, au-delà même de l'Ukraine, nous sommes engagés à travers, évidemment, l'Ukraine et notre soutien à l'Ukraine qui est de plus en plus important. Soit nous réussissons des négociations, soit la montée des tensions va se poursuivre, soit même les négociations sont tout simplement impossibles parce que l'ultimatum posé par Poutine est tout simplement inacceptable en ces termes pour les pays occidentaux, européens et membres de l'OTAN, et que Poutine refuse de reculer et donc veut rester arc-bouté sur ces termes-là. Et donc évidemment, il n'y a qu'une seule issue possible à ce moment-là, c'est la confrontation. C'est extrêmement regrettable, mais c'est ainsi. Alors, dans ce contexte-là, c'est évidemment l'inflation, elle va pas faire débat, elle va être extrêmement forte. Pénurie, tension, inflation, c'est ça auquel on va se retrouver confronté de manière immédiate. Faites le plein de vos véhicules, si vous en avez. Si vous avez 2-3 bidons d'essence, n'hésitez pas à les remplir. Si vous avez une cuve de fuel, n'hésitez pas forcément à faire le plein, pareil pour votre cuve de gaz. En tout cas, recharger un peu.
n'hésitez pas à vous préparer un petit peu à des tensions très fortes sur les approvisionnements si la situation devait perdurer. Donc là, on rentre vraiment dans une situation potentielle de guerre. Dans une situation potentielle de guerre, on stocke de la nourriture, on stocke de quoi se réchauffer, voilà, on stocke ce qui pourrait être amené à manquer et qui est, je dirais, ce qu'on utilise tous les jours. On achète un petit peu d'or au cas où on a un problème monétaire. Une guerre, c'est toujours un problème monétaire parce que le coût de la guerre est tellement important que de toute manière, on est obligé d'imprimer de la monnaie et donc la monnaie se dévalorise. Donc voilà, donc se préparer à une guerre, on connaît, hélas, on a une bien triste expérience en Europe sur les guerres. Donc on achète un petit peu d'or, un petit peu de pièces d'argent, on achète beaucoup de boîtes de conserve, on fait rentrer du pâté comme avait fait ma grand-mère en 1939, elle avait fait rentrer 600 boîtes de pâté, et ce qui avait fait complètement hurler mon grand-père, et finalement ils ont mangé un petit peu de pâté pendant les 4-5 ans de guerre, et puis même après les pénuries ont duré. Donc vous voyez, 600 boîtes de pâté sur 6 ans pour une famille et puis pour des échanges, un peu de marché noir et tout ce que vous voulez, eh bien vous voyez, ça c'est pas si lourd que ça, mais ça avait permis évidemment d'améliorer grandement l'ordinaire. Donc le pire n'est jamais sûr, on n'espère pas le pire, on espère toujours le meilleur, mais là la situation est extrêmement dangereuse, c'est une situation qu'il faut vraiment surveiller, et puis on va tous prier tout simplement, que l'on soit croyant ou non croyant. On peut faire des prières laïques et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, pour que la situation s'apaise et qu'évidemment on n'aille pas vers une situation complètement délirante, vers une conflagration mondiale et vers une guerre totale qui serait évidemment dommageable pour le monde entier et puis pour chacun de nous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est un petit pouce bleu, évidemment. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le @insolentiae, et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne, le Grenier de l'Écho. Vous pouvez aussi activer la petite cloche là qui est la notification. Vous pouvez vous abonner également à la lettre stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin, et notamment, vous voyez, hop, parler de comment se préparer à la crise financière. Et non, c'est pas le bon. Parce que celui-là, c'est le nouveau, c'est sur comment on peut augmenter son pouvoir d'achat quand il y a beaucoup d'inflation et quand le pouvoir d'achat des autres diminue. Donc si vous voulez, allez-y, abonnez-vous. Et puis évidemment, vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com. Voilà ce que je pouvais vous dire. Prenez bien soin de vous, soyez bien prudents, soyez extrêmement vigilants à la situation évidemment géopolitique. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Corée, et puis tout ça vous pouvez le suivre sur le site insolentiae.com entre deux vidéos. En vous abonnant gratuitement à la lettre d'information quotidienne, et vous aurez le suivi entre deux vidéos. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, prenez grand soin de vous. Vous êtes tous précieux. Un immense merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager tous vos commentaires. Beaucoup d'humilité. Je vais raccrocher cette vidéo. Je ne sais même pas ce que je vais trouver dans l'actualité. Peut-être un apaisement ou peut-être au contraire des combats encore pires que ce que je voyais avant de commencer ces 30 ou 40 minutes d'enregistrement. Prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine. Salut les amis.